Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto vidéo sur le bilan aérolique prévisionnel sur un chantier de traitement d'amiante. Alors l'objectif c'est de revoir la méthodologie proposée par l'INRS sur son guide ED6307. Attention, cette vidéo s'adresse aux personnes déjà formées en cadran technique amiante. En effet, on va pas revenir sur le pourquoi du comment, on va directement rentrer sur la méthodologie pour établir le bilan aérolique prévisionnel de chantier amiante. Première chose, pourquoi faire un bilan aérolique prévisionnel? Pour dimensionner une installation de façon à ce qu'elle réponde à plusieurs objectifs. Alors premier objectif, obtenir un renouvellement d'air dans la zone, un certain taux de renouvellement, 6 fois, 15 fois, en fonction de l'empoussièrement, le taux de renouvellement cible sera différent. Mais il va falloir viser à avoir ce renouvellement, on va dimensionner pour avoir ce renouvellement. Et ce renouvellement le plus homogène possible dans la zone. Il faudra apporter de l'air neuf dans l'ensemble de la zone de traitement. Il faudra que la zone soit maintenue en permanence en dépression. Il faudra garantir d'avoir en permanence minimum 10 pascal de différence entre l'extérieur de la zone et l'intérieur de la zone. Il faudra également que les installations de décontamination gardent certaines caractéristiques aéroliques. Dans le tunnel de décontamination des déchets et du matériel, il faudra qu'il y ait une barrière dynamique de minimum 0,5 m/s en moyenne sur toute la section. Donc il faudra qu'il y ait un vent, un air neuf qui rentre et qui souffle de façon à assurer cette barrière dynamique. En ce qui concerne le tunnel de décontamination du personnel, il devrait y avoir un renouvellement de 2 fois le volume de la douche par minute. Laquelle des deux douches? La plus grande. Il faudra qu'il y ait 2 fois le volume de la plus grande des deux douches par minute. Et enfin, dernier objectif, le dimensionnement de cette installation devra permettre aussi d'avoir une fonction secours des systèmes d'extraction d'air, le fameux extracteur de secours. Alors, premier grand principe pour l'aérolique. Prenons un exemple sur un chantier qui fait 1000 m3. J'ai un renouvellement d'un objectif de 10 fois le volume par heure. En toute rigueur, 10 fois 1000, 10 000. Si je mets un extracteur de 10 000 m3, bah c'est bon, j'obtiens mon bon renouvellement d'air. Eh bien non, justement, il faut pas partir sur ce principe-là, parce que ce que va extraire l'extracteur, c'est l'entrée d'air maîtrisée, mais également les fuites. Et les fuites, on les maîtrise pas, on sait pas exactement d'où est-ce qu'elles viennent. Elles peuvent être dans une pièce ou dans une autre. Donc c'est pas de l'entrée d'air maîtrisée, c'est pas de l'air neuf qui vient garantir justement la sécurité de nos travailleurs. Donc il va d'abord falloir assurer en air neuf d'avoir 10 fois le volume qui rentre dans la zone. Une fois qu'on aura bien garanti que l'ensemble de nos zones était bien alimentée en air neuf, enfin on déterminera nos fuites pour ensuite déterminer nos extracteurs. Mais on dimensionne bien nos extracteurs en dernier, et on calcule bien d'abord que les entrées d'air maîtrisées nous apportent l'air suffisant, nos entrées d'air maîtrisées. Et les fuites, bien sûr, comme on ne maîtrise pas, comme on ne sait pas exactement où est-ce qu'elles vont arriver, elles ne rentrent pas dans la première étape du calcul. Allez, suivez-moi, on va maintenant dérouler la méthodologie. Pour cette vidéo, je vous propose de prendre en exemple ce petit chantier assez simple, qui consiste à retirer des dalles de sol dans les zones en verte sur le plan. Dans la cuisine, le séjour, la salle de bain et dans le dégagement, dans le couloir. La méthode que je prévois d'employer, c'est le raclage de ces fameuses dalles avec humidification. Et d'après mon évaluation des risques, eh bien, c'est un chantier de niveau 2 à 340 fibres par litre. La première étape consiste à réaliser un plan. Un plan suffisamment détaillé, un plan à l'échelle et coté. Sur ce plan, on devra préciser les arrivées d'eau, éventuellement les points de rejet, les installations électriques également. Et on va voir bien sûr la zone de traitement, mais également les alentours, les pièces adjacentes, éventuellement l'extérieur des locaux, de façon à avoir vraiment une vue d'ensemble du chantier à réaliser. L'étape 2 maintenant. Alors là, elle vise à délimiter les zones à confiner et à positionner le tunnel de décontamination personnel et le tunnel de décontamination déchets matériels. Et d'ores et déjà, l'emplacement prévisionnel des extracteurs. L'étape 3 maintenant. L'étape 3, elle consiste à diviser la zone confinée en zones élémentaires. C'est l'étape la plus importante. Le but du jeu, c'est que dans l'ensemble de la zone confinée, on identifie les zones où les mouvements d'air, les circulations d'air vont se faire de façon homogène. Et chacune de ces zones, ça va être une zone élémentaire. Parce qu'après, par la suite, il va falloir s'assurer que dans chacune de ces zones élémentaires, il y ait bien suffisamment d'air neuf à rentrer. C'est vraiment une étape primordiale. Il faut vraiment pas lésigner. Un simple muret, un bar, un recoin, ça peut suffire pour modifier l'aérolique et donc imposer la création d'une zone élémentaire. Sur notre exemple, nous avons 4 zones élémentaires. Le dégagement, la salle de bain, le séjour et la cuisine. Même si c'est bien ouvert entre le séjour et la cuisine, on voit bien que la présence du mur va modifier l'aérolique entre les deux zones. Donc on prend 2 zones élémentaires indépendantes. Étape 4, on calcule le volume de chacune des zones élémentaires.
Et enfin, on en déduit le volume total du confinement. Pour notre chantier, 82 m3. L'étape 5 consiste à choisir l'emplacement du point de mesure pour la dépression et mettre les objectifs de dépression, la cible, combien on va viser d'avoir en permanence en dépression. Alors pour ce qui concerne le positionnement du point de contrôle, l'idéal, ce qui est préconisé de faire, c'est de le mettre au plus près du tunnel de décontamination personnelle. C'est l'endroit théoriquement le plus défavorable de la zone, donc c'est là où on va chercher à mesurer le maintien de la dépression. Attention, il faudra que le point de prélèvement soit le plus loin possible de toute circulation d'air, parce qu'effectivement le fait d'avoir un souffle, un vent sur le capteur peut influer sur le résultat. Alors concernant les objectifs de dépression, on va en nommer deux. L'objectif réglementaire, qui est à 10 pascal, mais on va aussi viser, dimensionner une installation pour qu'elle soit au-dessus de 10 pascal. On va viser souvent 20 pascal. Par exemple, ça peut être 25, ça peut être 15, mais pour l'exemple, on va prendre 20 pascal. Le but du jeu, ça sera de dimensionner l'installation pour que la dépression soit de 20 pascal, mais de s'assurer en permanence que même si la dépression descend au minimum réglementaire qui est de 10, même si ça descend à 10, on ait bien l'ensemble de nos objectifs réglementaires qui soient maintenus conformes même à 10 pascal. Donc on dimensionne pour que ça arrive à 20, mais on s'assure qu'à 10, ça soit toujours conforme. Étape 6, on va choisir le taux minimum de renouvellement d'air neuf dans la zone. Alors là c'est simple, on va au minimum se conformer à ce qui est écrit dans la réglementation ou dans l'instruction de la DGT, qui nous dit qu'en fonction de l'empoussièrement attendu sur le chantier, on va viser un certain renouvellement minimum de la zone. Dans notre exemple, on est sur un chantier de niveau 2, inférieur à 3300 fibres par litre, on va viser un renouvellement de 6 fois le volume de la zone par heure. Étape 7. Maintenant, il va falloir déterminer l'air neuf entrant par les installations de décontamination qu'on a préalablement installées, et voir combien est-ce qu'elles apportent en air neuf dans les valeurs de dépression qu'on a ciblées à l'étape 5. Combien laisse passer le sas déchet, le sas personnel, pour 10 pascal et 20 pascal. Pour avoir cette valeur, deux solutions. La première, la plus simple, c'est qu'elle nous est donnée par le fournisseur. Comme ici sur l'exemple, j'ai du matériel, je viens de l'acquérir auprès d'un fournisseur qui lui m'a donné du matériel calibré. Ce matériel, on sait qu'à 25 pascal, il laissera passer tel débit d'air. Pour notre exemple, le tunnel de décontamination matériel et déchets, on voit dans les ABAC qu'il laisse passer entre 270 et 370 m3/h. 270 à 10 pascal, 370 à 20 pascal. Alors si jamais je ne possède pas ces ABAC, mon matériel j'ai acheté il y a déjà un certain temps, j'ai pas les ABAC, là c'est simple, on va faire par retour d'expérience. En fonction des dépressions mesurées sur mes précédents chantiers et des mesures qui ont été faites par le responsable de chantier, je vais pouvoir faire mes propres ABAC. Étape 8. Il va maintenant falloir déterminer l'air restant à apporter dans chacune des zones élémentaires, restant apporté par des entrées d'air de compensation maîtrisées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, pour la zone 1, elle fait 51 m3. On a un objectif de la renouveler 6 fois. Mais on a déjà un tunnel de décontamination matériel déchet qui est installé dessus, qui va déjà apporter de l'air neuf, qui va apporter, en cas le plus défavorable, 270 m3. 51 x 6 moins 270, 36 m3. Il me reste, dans cette zone, à apporter 36 m3 d'air neuf pour assouvir mon besoin minimum en renouvellement d'air neuf dans la zone. Alors très important pour cette étape, l'air rentrant dans les sas, on va prendre le cas le plus défavorable. Ici, la dépression à 10 pascal. Et oui, mon tunnel de décontamination déchets matériels laisse passer 270 m3 à 10 pascal, mais 370 à 20 pascal. Oui, mais moi, le but du jeu, c'est de s'assurer que même quand ça va mal, même à 10 pascal, j'ai toujours mon besoin, mon minimum réglementaire. Donc on va bien prendre le cas le plus défavorable, donc ici à 10 pascal, le moment où le sas laisse passer le moins d'air. Donc pour cette étape, on prendra toujours les valeurs les plus défavorables, les valeurs à 10 pascal. Pour la zone 2, elle fait 10 m3, il y a besoin de 6 renouvellements, et il n'y a pas d'installation de décontamination, il n'y a rien pour les de l'air neuf, donc 10 x 6, 60 m3, il faudra lui apporter 60 m3. Pour la zone 3, même principe, elle fait 9 m3, 6 renouvellements par heure, 9 x 6, 54. Il faudra apporter 54 m3 d'air neuf dans la zone. Pour la zone 4, il y a une petite subtilité. Il y a déjà beaucoup trop d'air neuf qui rentre par l'installation de décontamination du personnel par rapport aux besoins de cette petite zone. Donc le résultat est négatif. Ici, on a un résultat de moins 308 m3. Et dans ces cas-là, c'est simple, il faut l'analyser comme mon besoin en air neuf, dans cette zone,
de 0. Il n'y a jamais de besoin finalement négatif. C'est qu'on a déjà suffisamment, voire même trop d'air neuf à rentrer par l'installation de décontamination. C'est pas grave, c'est très bien. Mais par contre, il n'y aura pas besoin d'ajouter des entrées d'air de compensation maîtrisée. Donc là, pour cette ligne, on compte 0. Nous voilà arrivés à l'étape 9. Cette étape consiste à définir le débit d'air entrant par les entrées d'air de compensation maîtrisées, les débits à la dépression choisie par l'entreprise et à la dépression 10 pascal, la dépression réglementaire. Pour ça, comme pour les installations de décontamination, on va se référer aux ABAC. Aux ABAC fournisseurs ou aux ABAC issus du retour d'expérience de l'entreprise. Pour notre exemple, je vais regarder la fiche technique du fabricant, et celle-ci m'indique qu'à 10 pascal, cette entrée d'air me laisse passer 100 m3, alors qu'à 20 pascal, elle laisse passer 280 m3. La prochaine étape, l'étape 10, elle consiste à déterminer le nombre d'entrées d'air de compensation maîtrisées, le nombre de ACM, nécessaire pour chacune des zones élémentaires, nécessaire pour assurer l'apport d'air neuf qui nous reste à apporter dans la zone. Pour cette étape, c'est simple, par zone élémentaire, je viens prendre le débit d'air restant à apporter que j'ai calculé tout à l'heure à l'étape 8, et je divise ça par la capacité d'une entrée d'air de compensation maîtrisée. Et ainsi, j'aurai ma valeur, le nombre d'entrées d'air à apporter sur ma zone. Exemple, pour ma zone élémentaire numéro 1, j'avais besoin d'apporter encore 36 m3. Je sais qu'une entrée d'air laisse passer 100 m3 à 10 pascal, donc je divise 36 par 100. J'ai donc 0,36. Donc il faudra que j'apporte, j'arrondis bien sûr au supérieur, il faudra que j'apporte sur cette zone une entrée d'air de compensation maîtrisée. Dans la zone 2, il fallait apporter 60 m3, 60 divisé par 100, 0,6, il me faudra encore une entrée d'air de compensation maîtrisée sur cette zone. Dans la zone 3, 54 m3, 54 m3 divisé par 100, 0,54, il faudra donc ajouter sur cette zone une entrée d'air de compensation maîtrisée. Et enfin dans la zone 4, la zone 4 on a vu qu'il y avait 0 m3 à apporter en air neuf supplémentaire, le SAS suffisait pour apporter de l'air neuf dans cette zone, donc 0, il n'y a pas besoin d'entrée d'air de compensation maîtrisée pour cette zone. Étape 11. Étape 11, on fait un petit point sur la situation. Et là maintenant on nous demande de faire un petit peu le bilan, de calculer le total des airs neufs entrants, le total des airs neufs maîtrisés, ce qui va rentrer par les entrées d'air de compensation maîtrisées, les EACM, et ce qui va rentrer par les installations de décontamination. On fait le calcul à 10 pascal et à 20 pascal. Pour notre exemple, pour la zone numéro 1, je vois que mon installation de décontamination laisse passer 270 m3 à 10 pascal, et mon EACM laisse passer 100 m3. Ça me fait donc 370 m3 qui rentrent à 10 pascal. Par contre, à 20 pascal, mon tunnel de décontamination laisse passer 370 m3, mon EACM laisse passer 280 m3, donc j'aurai un total de 650 m3 à rentrer dans la zone à 20 pascal. Pour la zone 2, il y a une seule EACM, donc à 10 pascal, j'aurai 100 m3 à rentrer, à 20 pascal, j'aurai 280 m3 à rentrer. Même chose pour la zone 3, 100 m3 à 10 pascal, 280 m3 à 20 pascal. Et enfin, pour la zone 4, c'est mon installation de décontamination, 380 m3 à 10 pascal et 425 à 20 pascal. Étape 12. Il va falloir maintenant déterminer le taux de fuite. Et de ce taux de fuite, en déduire le débit d'air entrant dans la zone, justement par les fuites. Par les fuites à la dépression choisie par l'entreprise. Alors pour ça, encore une fois, on compte sur le retour d'expérience de l'entreprise. Il faudra avoir des ABAC en fonction du confinement, du type de confinement, de sa difficulté technique, bref, peut-être en fonction des équipes aussi qui le réalisent. En fonction de ça, il faudra avoir un retour d'expérience et pouvoir y associer un taux de fuite. Si jamais on n'a pas ce retour d'expérience dans notre entreprise, on peut se baser sur les ABAC préconisés par l'INRS. Pour cette deuxième solution, vous voyez, il y a plusieurs courbes sur la droite de l'écran qui vous permettent de définir le taux de fuite. Il y a dessus 4 courbes. Pour savoir laquelle de ces 4 courbes est applicable à notre chantier, il faut suivre le logigramme qu'il y a à gauche. Première étape, savoir s'il y a des fuites structurelles non confinables sur notre chantier. Alors une fuite structurelle non confinable, c'est par exemple lorsque je viens enlever un flocage qui est mis directement sur un bac acier, quand je vais retirer le flocage, derrière il y aura des fuites. Et j'ai pas pu les confiner directement. Bref, c'est lorsque structurellement, il y a des fuites que je ne peux pas confiner directement à cause de la présence de matériaux amiantés. Ensuite, deuxième question à se poser, est-ce que le confinement par enveloppe est-il
impossible. Est-ce qu'il est impossible de mettre une bulle, de faire ce confinement voilà, par enveloppe, cette bulle en quelque sorte? Oui ou non? Bah ici, non, clairement on peut confiner, c'est plutôt facile même. Et d'ailleurs c'est la question 3. Est-ce que c'est un confinement facile ou difficile à réaliser? Le confinement est-il difficile à réaliser? Oh bien là, c'est un cas qui me semble pour moi assez simple, donc non, le confinement n'est pas difficile à réaliser. Dans ces cas-là, on suit le logigramme, on sera donc sur une courbe de type 1. On sait qu'on va se référer à la courbe bleue, la courbe de type 1. Maintenant c'est simple, sur l'axe horizontal, il va falloir reprendre le volume total du confinement. Pour notre exemple, 82 m3. On le reporte et on vient taper la courbe en hauteur, et ensuite on vient lire tout simplement le taux de fuite. Attention, la courbe est une courbe logarithmique, c'est-à-dire que, regardez bien l'échelle, c'est 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, courbe logarithmique. Donc ici, on est dans les cas pas faciles à analyser, parce qu'on est vraiment sur les tout petits confinements, mais on peut estimer un taux de fuite à 3,5. On a le taux de fuite, 3,5, il va falloir maintenant déduire le débit de fuite. Bah pour ça, c'est simple, on va multiplier le taux de fuite au volume total du confinement. 3,5 fois 82. Ici, on aura donc un total de fuite de 287 m3. Pour cette étape, c'est forcément à 20 pascal. C'est au moment le plus défavorable. Plus j'ai de dépression dans ma zone, plus mes fuites seront fortes. Donc je fais le calcul au plus défavorable, seulement une seule fois à 20 pascal. Il n'est pas non plus nécessaire de faire ce calcul par zone élémentaire. Ce n'est pas de l'entrée d'air maîtrisée, c'est pas de l'air qui apporte de la sécurité aux travailleurs. Donc finalement, si elles sont plus sur la zone 1 ou sur la zone 2, ben on s'en fout un peu. Donc on le calcule au global sur l'ensemble de la zone. Nous arrivons maintenant à l'étape 13. Cette étape consiste à calculer le débit d'air à extraire en permanence. Alors pour ça, c'est simple, on va prendre tout ce qui est entrée d'air maîtrisée, donc ce qui rentre par les tunnels de décontamination et ce qui rentre par les EACM, et y additionner les airs non maîtrisés, les fuites. Pour notre exemple, on a donc 1635 m3 à rentrer par les entrées d'air maîtrisées, auquel on ajoute 287 m3, les débits de fuite, on aura un total de 1922 m3. Il faudra extraire en permanence 1922 m3 de la zone. Pour cette étape, on se base bien sûr sur les valeurs vertes. Le but du jeu, ça va être de dimensionner nos extracteurs de façon à ce qu'ils soient capables d'enlever le maximum d'air pour atteindre 20 pascal. On se place au plus défavorable, le moment où il y aura le plus d'air à rentrer, on se place donc à 20 pascal. Étape 14, il va falloir maintenant définir le nombre d'extracteurs qu'il va falloir mettre en place pour extraire l'air, extraire le volume défini à l'étape précédente. Une fois qu'on aura déterminé le nombre d'extracteurs, on définira également la capacité minimum et la capacité maximum de ces extracteurs. Alors, première chose à faire, c'est de bien connaître ces extracteurs. Il va falloir que les fabricants nous communiquent les courbes de fonctionnement de l'extracteur. Les courbes qui nous indiquent le débit en fonction de la dépression mesurée à l'intérieur de l'extracteur. Cette dépression elle est mesurée entre le ventilateur et le filtre absolu du déprimogène. Et on le voit sur la courbe, plus la dépression est haute, plus les débits sont faibles. Effectivement, c'est que l'extracteur a de plus en plus de mal à tirer pour obtenir de l'air, c'est très certainement que le filtre est très encrassé. Bien que ces paramètres, le fabricant doit nous donner une plage d'utilisation de l'extracteur. Ici, sur notre exemple, l'utilisateur est conçu pour être utilisé entre 1000 et 1500 m3. En gros, ça veut dire que la dépression interne de l'appareil doit être entre, en gros, 310 pascal et 460 pascal, à peu près. Il faudra vérifier sur le chantier que la petite aiguille du manomètre est toujours dans cette borne, dans cette plage d'utilisation. Et dès qu'on s'approche du niveau haut, des 400, 450, c'est très certainement que le filtre commence à être trop encrassé, donc il faudra changer les pré-filtres. Et si on est en permanence dans ces hautes pressions, 400, 450, et que même en changeant les pré-filtres et les filtres éphémères, on n'arrive pas à redescendre, c'est très certainement que le filtre absolu est encrassé. Alors donc cette courbe nous indique deux points, un point à 1000 m3, un point à 1500 m3. Clairement 1500 m3 ça sera la capacité maximale de cet extracteur, et 1000 m3 ça sera la capacité, le débit nominal de l'extracteur. Revenons à notre exemple, nous avons 1922 m3 à retirer, à extraire en permanence. On vient de voir la courbe de notre extracteur qui oscille entre 1000 et 1500 m3. Bien là, encore une fois, on va définir notre nombre d'extracteurs nécessaires en prenant le cas le plus défavorable. Le moment où les filtres sont encrassés, le moment où notre extracteur marche au minimum. Donc ici, 1000 m3. On a 1922 m3 à extraire en permanence. Un extracteur peut extraire 1000 m3. Il nous faudra bien minimum 2 extracteurs. 2 extracteurs
plus 1 de secours. On calcule maintenant la capacité minimale. La capacité minimale, c'est simple, c'est les deux extracteurs qui fonctionnent en simultané, en étant encrassés, donc en laissant passer que 1000 m3. Donc 1000 m3 à deux extracteurs, ça fait bien 2000 m3, heure de capacité minimum des extracteurs. Par contre, dans le cas où tout va bien, où les filtres sont neufs, où ça débite à fond, et que là, l'ensemble des extracteurs sont allumés, les deux extracteurs en permanence et l'extracteur de secours. Bien dans ces cas-là, on aura 1500 m3 à passer, mais 1500 sur 3 extracteurs. Donc on aura 4500 m3 à extraire en permanence. Donc vous le voyez, la vérité va être quelque part entre ces deux points, on va extraire finalement entre 2000 et 4500 m3, quelque part entre les deux. C'est ce qui nous amène à l'étape 15. Étape 15, qui consiste à évaluer les besoins en entrée d'air de réglage. On sait que notre installation est dimensionnée pour laisser rentrer 1922 m3, mais qu'elle va extraire au minimum 2000 m3, au maximum 4500 m3. Ouais, on va avoir un problème, si j'extrais 4500 et qu'il n'y a que à peine 2000 à rentrer, effectivement, là, ma dépression va monter en flèche. Donc il va falloir réguler entre les deux, réguler avec des entrées d'air de réglage, des EAR. Pour définir le nombre d'EAR, c'est simple, on va prendre le débit maximum extrait par les extracteurs, et ce qu'on a prévu de faire entrer en air neuf, ici, 4500 moins 1922. Ça nous donne donc 2578. Il va falloir avoir une plage de régulation d'environ 2578 m3. Je regarde ensuite la capacité d'une entrée d'air de réglage. Comme pour les SAS, comme pour les EACM, je vais voir les ABAC. ABAC fournisseur ou ABAC fait par retour d'expérience de l'entreprise. Dans notre cas, les entrées d'air de réglage choisies nous laissent passer un débit variable de 0 quand tout est fermé à 1100 m3 quand tout est ouvert. J'ai un besoin de régulation sur 2578 m3, une entrée d'air me laisse passer 1100 m3, 2578 divisé par 1100, ça nous donne donc 2,3. 2,3, ça veut dire qu'on va installer deux entrées d'air de réglage, deux, pas trois. Alors jusqu'ici je vous ai dit on arrondit toujours au supérieur, là ça va être le seul cas où non on a le droit d'arrondir au plus proche, voire à l'inférieur. Ouais effectivement, si jamais on se retrouve dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Notre dépression va être un peu plus forte que prévu, au lieu d'être à 20 pascal, on va peut-être être à 22, 23, 25, c'est pas grave, l'installation va normalement tenir, donc là on a le droit de réguler, d'arrondir à l'inférieur. Il nous faudra donc sur ce chantier deux entrées d'air de réglage. Étape 16, dernière étape, compléter le plan initial. Il va falloir compléter le plan qu'on suit depuis le début avec l'ensemble des équipements qu'on a rajoutés. Les installations de décontamination, les entrées d'air de compensation maîtrisée et les entrées d'air de réglage. Alors ce plan il doit être lisible, et il doit être annexé au bilan aérolique prévisionnel qui sera lui-même mis dans le plan de retrait, et c'est sur cette base de ce plan-là que le responsable de chantier et les opérateurs vont construire le confinement et vont installer les équipements. Il est préconisé de numéroter de façon univoque chacun des équipements, et de préciser éventuellement sur ce plan les débits d'extraction attendus, de façon à ce qu'on puisse faire un contrôle rapide lors cette fois-ci du contrôle aérolique réel réalisé sur le chantier. C'est maintenant terminé pour cette méthode en 16 étapes pour réaliser un bilan aérolique prévisionnel. J'espère qu'elle vous aura apporté des petits compléments d'information. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.